C'est important effectivement qu'on puisse aborder le travail de Gabel. Alors moi j'ai découvert Gabel par David Allen il y a une vingtaine d'années ou un peu plus. Et c'est pour ça que j'avais souhaité qu'il intervienne avec moi et avant moi dans ce séminaire, puisqu'il a à la fois connu Gabel, en partie réédité son œuvre et beaucoup travaillé sur son œuvre et échangé avec lui. Donc on va se répartir les choses en deux temps. David va proposer une présentation de Gabel, son interprétation et une approche à partir des concepts qui lui paraissent pertinents, en évoquant aussi les questions de communication. Et moi, je proposerai de réfléchir sur ce qui, à mon sens, peut être utilisé en sciences de la communication, enfin dans les études sur l'information et la communication, à partir des concepts de Gabel. Voilà. Je te laisse la parole. Okay. Bon, tout d'abord, merci à Fabien, merci David, merci aussi à Michel pour votre aimable invitation. Je vais d'abord, j'ai préparé 3-4 morceaux, mais j'ai appris qu'on était limité à 29 minutes absolument, sinon il y avait une sorte de couperet qui tombait. Donc, la première partie, c'est tout ce que Wikipédia ne vous dira jamais sur Gabel. Et bon, je sais qu'on est à l'université, donc j'ai amené mes propres feutres. J'ai aussi amené une devinette qui aurait beaucoup plu à Gabel, je crois, que vous pouvez garder à l'esprit. La devinette, c'est la suivante. Que faut-il dire à un baladurien qui exige des valises de billets de 500 francs en échange de t-shirts? On y reviendra à la fin. Alors, la première partie, donc, très rapidement, Joseph, juif hongrois, ne peut pas faire des études à Budapest. C'est l'époque du numerus clausus à l'université. Donc, alors là, je suis en partie dans des souvenirs de discussion. Donc, si je n'ai pas exactement la bonne année, je vous demanderai pardon. Il arrive à Paris pour faire sa médecine, comme on disait à l'époque, et c'est un chemin traditionnel pour les Hongrois. Il arrive à Paris et il fait une thèse anecdotique sur Guy de Maupassant, thèse de psychiatrie, qui soutient au début des années 40. Après, bien entendu, il faut vite disparaître. Il fréquente la communauté hongroise parisienne, les exilés, un petit peu comme lui. Et après un parcours qui l'amène loin de France, on y reviendra, il a effectivement comme directeur de thèse d'État quelqu'un de brillant et marginal. Brillant parce que c'est le père de la notion de structure, Eugène Minkowski. C'est pas seulement un grand psychiatre, c'est aussi un grand résistant. Marginal parce que c'est un Polonais devenu français qui avait 3 thèses et qui était polyglotte comme Gabel. C'est pas une époque qui favorise le polyglottisme, je vous apprends rien. On va revenir sur cette question de polyglottisme dans cette idée très gabelienne, finalement, de synthèse transhistorique et transnationale. Gabel n'avait rien à faire de savoir si une idée était irlandaise ou belge, etc. Ce qu'il cherchait à travers sa librairie, qui comportait des livres en 7-8 langues, c'était les points de convergence, les points de divergence et les capacités qu'il apportait d'amener une analyse à ces points de divergence. Où était la faille, où était la distorsion dans la pensée des penseurs? C'était un petit peu sa grande question. Alors, sa thèse d'État, il la soutient avec un petit peu l'aide du CNRS, où il était dans un service de documents,
Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi ne pas rester dans la psychiatrie? Il n'y a pas beaucoup de psychiatres qui font une carrière de sociologue de la connaissance, on est d'accord. D'abord, les collègues à l'hôpital ne supportaient pas quelqu'un qui avait plus de publications avant même de terminer son internat que tout l'hôpital réuni. Et ça pose des problèmes narcissiques, ça pose des problèmes institutionnels. Et ayant beaucoup fréquenté, beaucoup aimé Joseph, c'était quelqu'un qui était assez fier de sa propre théorie et qui devait avoir assez de mal à cacher un rejet, on va dire, pour des théoriciens médiocres. Comme il disait très souvent, la chair est faible. La chair est faible, ça veut dire que les valeurs universitaires, ce sont souvent des valeurs de photocopie, de copinage ou de photocopinage, si vous voulez me permettre ce néologisme. Alors, sa thèse d'État, elle fait du bruit. Il n'a pas le droit à la mention très bien, avec les félicitations du jury, parce que c'est une thèse marxiste et anti-stalinienne. Et là, j'insisterai sur le fait que Joseph tourne le dos au stalinisme, non pas à la dialectique, non pas au marxisme, mais il tourne le dos au stalinisme dans les années 30. Donc, on comprend cette identification, enfin, son intérêt pour Orwell. Vous avez là deux figures de gauche, des dialecticiens, mais des gauchistes radicalement anti-staliniens, et donc, il n'y a pas de bonne guerre, mais enfin, on se comprend, il était aussi maltraité par la gauche stalinienne que par la droite. Ce qui fait que, bon, sa thèse, elle est publiée en grec, aux États-Unis, etc. Il y a peu de thèses d'État qui font le tour du monde de cette façon, on est d'accord. On ne lui donne pas un poste en France, mais au ministère, on se dit, bon, ben quand même, il faut bien en faire quelque chose, etc. Donc, il a un poste à Rabat, au Maroc, où il remplace La Passade, qui, lui, va en Tunisie faire des histoires, parce qu'il fait sortir les djinns sur scène, enfin bref, c'est du La Passade, c'est pas du Gabel. Sa thèse, donc, la première édition porte le titre simplement La Réification. Elle est imprimée par les éditions de Minuit. Hein, c'est logique pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'édition de publier chez Minuit et pas au PUF. Donc premier tirage est financé par le CNRS. Deuxième tirage, changement de titre, La fausse conscience, essai sur la réification. Et c'est le directeur de collection, Axelos, qui apporte cette proposition. Ensuite, bon, c'est quelqu'un qui publie, selon les années, 3, 4, 5 articles par an. Tous les articles mènent dans la même direction, c'est-à-dire une théorie absolutiste de la fausse conscience en tant que communication, de la fausse conscience comme situation humaine, de la fausse conscience comme la main qui fabrique, qui modèle, qui façonne le réel vécu chaque jour. Autrement dit, si on suit Gabel, l'idéologie n'est pas une force abstraite, un truc qu'on mettrait comme ça dans un dictionnaire, c'est ce qui entoure le sujet. Si le sujet est bâti, comme le pensent certains, sur le réel, le symbolique, l'imaginaire, Gabel rajouterait, c'est l'idéologie, les forces idéologiques du moment, qui entourent le sujet, qui colorent, qui influencent son rapport à l'illusion du réel. Donc, différentes publications, parfois vous les trouvez assez facilement, parfois pas. Sociologie de l'aliénation paraît au PUF, avec toujours chez Joseph cet aller-retour
entre la question de la pathologie psychotique et la logique à l'œuvre dans la pathologie psychotique et la pathologie idéologique. Qu'est-ce que c'est Gabel? Pourquoi il est radicalement laissé de côté aujourd'hui? Parce que c'est un des seuls dans l'histoire de la pensée à avoir construit un parallélisme effrayant, il faut bien le dire, effrayant, entre la logique idéologique et la logique psychotique. Alors, je sais que je suis avec des collègues qui n'ont pas nécessairement eu une formation en psychopatho très poussée. Promis juré, j'expliquerai ce que j'entends, ce que Joseph entendait surtout par logique psychotique de manière détaillée. On va y revenir. Donc, idéologie 1 et 2, c'est des articles réunis. Joseph n'avait que faire d'Althusser, qui considérait comme un penseur anhistorique, et il pensait que la structure de la logique d'Althusser était une structure psychotique. Et c'est remarquable, je repense à des discussions dans un petit restaurant chinois. Joseph prenait des médicaments pour pas trop manger. Donc au restaurant, j'étais toujours un petit peu gêné parce que moi je prenais le repas à 11 francs 40, le repas complet. Lui, il prenait un bol de riz parce qu'il prenait des médicaments pour essayer de ne pas grossir. Et il disait, ben non, une logique anhistorique, si on rejette la lutte des classes, si on rejette l'histoire, on est dans une logique psychotique. Et ça, c'était bien avant la rencontre d'Althusser avec le passage à l'acte. C'est pas très drôle, mais il y a ce qu'on appelle une logique holophrastique dans la psychose, quelque chose comme Althusser. Et dans la psychose, effectivement, on peut être saisi en quelque sorte par le signifiant séparé du signifié. Hein, c'est Littré a introduit ça autour de 1877. Par la suite, la trilogie Jacques, c'était vraiment sa grande fierté. Et, bon, ses rapports avec les maisons d'édition n'étaient pas toujours très simples. Il était très heureux chez Meridian Klingsiek. Là, c'est vraiment une période où il produit beaucoup. Donc, un livre qui est en fait une réécriture de sa thèse complémentaire sur Mannheim. Ce que Joseph prend chez Mannheim, c'est, il me semble, l'idée du chercheur sans attache, cette idée que pour faire une recherche qui tient à peu près debout, il faut regarder toutes les traditions, toutes les périodes historiques, sans préjuger dans un premier temps, et chercher des points de convergence, des points de divergence, et analyser ces points de convergence, analyser ces points de divergence. C'est un petit peu ce qu'il emprunte à Mannheim, qui lisait en plusieurs langues. Ensuite, bien sûr, sa réflexion sur la logique totalitaire l'amène à réfléchir sur la question juive, ou plutôt les questions juives, difficile d'amener cela au singulier. Et son petit chef-d'œuvre, livre adorable que vous trouvez très facilement, les études dialectiques, où il reprend des travaux qu'il avait déjà commencé à rédiger dans l'après-guerre, y compris, et ça je tiens à le dire, le premier travail qui existe sur un psychiatre psychotique hongrois que Gabel avait connu, avec qui il avait pris des cafés place de l'Odéon, le docteur François Klein, que j'ai réédité à la mémoire de Gabel. Donc, gardez à l'esprit cette idée de la thèse d'État marginalisée, reconnue, on va dire, à moitié.
Oui, période 1940. Il prend la fuite, il quitte Paris presque le lendemain de sa soutenance. Il est planqué, caché à Toulouse pendant un temps. Il doit enseigner une langue qu'il maîtrise lui-même très mal et il fait semblant d'être autre chose qu'un juif hongrois, bien entendu. Et il m'a dit, un jour, les enfants ont commencé à dessiner des gros nez sur le tableau. On voit bien à quoi ça renvoie. Donc, il a compris lui aussi que c'était le moment de partir. Donc, ce qu'il disait, il n'aimait pas parler beaucoup de cette période. Il est parti avec 2-3 livres et un sac de sucre pour traverser la frontière espagnole. Alors, pour introduire ce travail qui développe le parallèle logique psychotique, logique idéologique, on trouve dans la version de 69 une exergue qui glace le sang encore, je crois, aujourd'hui. Dans la version CNRS, c'était la tradition universitaire à l'époque, qui disait, pour ma mère et mon père. Voilà ce qu'on trouve dans la version grand public, publiée par Minuit dans la collection d'Axelos. À la mémoire de ma mère disparue à Auschwitz en 1945 et de mon père mort inconsolé à New York en 1968, je dédie cet ouvrage écrit contre tous les fanatismes. Tous les fanatismes. Alors, de son vivant, il y a des reproches parce que... Pardon. Il y a des reproches parce qu'on l'accuse de faire ce que lui-même dénonce chez d'autrui. On l'accuse de faire une fausse catégorie, une fausse identification. Alors, voilà ce que Joseph écrit en 69 dans l'introduction de ce qui est en réalité la 3e édition de La fausse conscience. Robert Paris me reproche enfin de mettre en œuvre une catégorie aussi imprécise et peu scientifique que celle du totalitarisme. On peut se demander, en effet, si la subsomption, sous ce terme de phénomène historique aussi différent que le nazisme ou le stalinisme, ne relève pas quelque peu de ce type de fausse identification que l'auteur, c'est-à-dire Gabel, met au centre de la fausse conscience. Alors, ça c'est la critique de Paris qui dit, grosso modo, Gabel prend des choses hétérogènes pour en faire une catégorie. Voilà une réponse typiquement gabelienne. Nul ne songe, répond Gabel, certes à identifier nazisme, fascisme et stalinisme, mais on ne saurait pas non plus interdire aux sociologues d'orientation historiciste, c'est bien lui, de constater l'existence de certaines analogies et de s'interroger sur leur signification. La construction de types idéaux comme totalitarisme ou mentalité totalitaire fait partie de la méthodologie de cette interrogation. C'est donc une démarche légitime dans la mesure où l'on réussit à éviter le piège de l'ontologisation des hypothèses de travail. Aux yeux des contemporains d'Assur-Banipal, il y avait un abîme entre les méthodes de guerre des Assyriens et celles des Égyptiens. À 2500 ans de distance, le concept historique de despotisme oriental nous apparaît cependant opérationnel.
Autrement dit, il ne s'agit pas d'identifier un phénomène à l'autre. Il y a bien toujours cette recherche de la conscience différentielle chez Joseph, mais il s'agit en somme de définir une sphère qu'on pourrait appeler la fausse conscience, qui commencerait, si vous voulez, avec la conscience du sujet psychotique hospitalisé, ce que Césari appelle le discours de la parastructure. Le génie de Gabel, je pense, c'était de pouvoir montrer que ce qui était à l'œuvre comme phénomène logique ou pseudologique chez le psychotique retrouve son corollaire très naturellement dans le discours idéologique, dans le discours raciste, et ainsi de suite. On y reviendra. En partant de cette citation, c'est-à-dire le refus chez Gabel de la logique d'identité, les mauvais journalistes aujourd'hui, je pense, ils disent le refus d'amalgame, quand ils ne savent pas quoi dire. Chez Joseph, c'est toujours la recherche de l'intention spécifique dans un geste idéologique donné. En partant de cette citation, je vais essayer de présenter quelques clés. Avec David, on s'est un petit peu partagé le travail. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de vocabulaire. Des éléments de vocabulaire qui ouvrent sur une œuvre qui peut paraître complexe. D'autant plus complexe que Joseph lit en 7-8 langues, donc il y a des références aussi bien à des travaux publiés à Budapest, à New York, à Paris, et ainsi de suite. Pourquoi insister aujourd'hui sur Gabel ? Je pense très honnêtement que c'est un des rares penseurs à ouvrir vers l'horizon blafard du XXIe siècle. Gabel, en effet, emprunte à Théodore Adorno l'idée que la dialectique comme méthode, alors je pense que c'est dans Dialectique négative qu'il a trouvé ça, suppose une conscience rigoureuse de la non-identité. Une conscience rigoureuse de la non-identité. C'est vraiment un élément essentiel pour lui. Alors, ceci pour introduire l'idée que la logique d'identité se trouve au cœur même de la fausse conscience, donc cette conscience qui peut commencer, si vous voulez, avec différents types idéologiques et qui englobe la psychose clinique. La logique d'identité se trouve donc au cœur même de la fausse conscience. Ceci, il me semble, justifie un petit détour par la logique psychotique. Alors, je vais vous donner des exemples radicalement gabéliens. La logique d'identité dans le phénomène psychotique, ça suppose la construction de catégories logiques qui sont vraisemblablement radicalement illégitimes. Un exemple que j'emprunte à Gilles Deleuze ou à Vondomorus plutôt. Voilà, je vous pose la question. Vous prenez l'image de la Vierge Marie avec son halo, une boîte de cigares déclarée à la douane, donc il y a le petit papier autour, et une jolie fille qui est entourée par le regard d'un étudiant en philosophie dans le bus. Et votre patient vous dit, Vierge Marie, la jolie fille, boîte de cigares, tout ça c'est la même chose. Pourquoi ? Excellente question. Dans la logique psychotique, Vierge Marie est entourée par le halo.
les cigares sont entourés par le petit papier sécurité sociale payé, et la jolie fille est entourée par le regard amoureux de l'étudiant en philosophie. Donc, c'est le principe de logique d'identité qui permet, au fond, de réunir toutes sortes d'éléments radicalement hétérogènes. Un autre exemple, tiré de l'œuvre d'un psychiatre hongrois que Gabel a connu, qui a publié un livre à compte d'auteur en 1937. Alors, je vais vous la lire doucement, c'est assez ardu. Toute protection est une réunion d'états unis d'ovules spermatozoïdes égale une réunion de germes, de points, un être vivant plus ou moins pluricellulaire. Joseph va développer cette idée de la logique d'identité dans sa critique des jeux idéologiques, dans ce qu'il appelle les tentatives de démasquage idéologique. Et il était bien sûr convaincu de l'aspect, ce qu'il appelait déréaliste, du discours raciste. Alors, déréaliste est un ancien terme emprunté au psychiatre suisse Eugen Bleuler. Ça signifie le fait de remplacer une perception du monde avec un aspect singulier, délirant. Un exemple gabélien, donc, serait de dire que le discours raciste produit l'image d'un autre dangereux, un autre qui va voler nos femmes, envahir notre pays, polluer l'atmosphère, et ainsi de suite, et que le discours raciste partage quelque chose avec le discours paranoïaque. Ça ne veut pas dire malheureusement que tous les racistes sont paranoïaques, ça veut dire plutôt qu'il y a des mécanismes logiques que l'on retrouve dans les deux groupes, chez le paranoïaque, chez le délirant, chez le raciste, ce qui n'empêche pas le raciste d'être délirant. Ce qui est essentiel dans ce que j'essaye de partager avec vous aujourd'hui, c'est que les mécanismes de pensée psychotique traversent tout le champ des constructions idéologiques. Pourquoi Gabel insiste sur l'historicité ? Parce que, d'une certaine façon, les idéologies les plus fanatiques cherchent à couper le rapport entre les sujets, les populations et l'histoire. Est-ce que c'est clair pour vous, cette question de logique d'identité, ou est-ce que vous avez besoin d'autres exemples cliniques ? Parce que j'imagine que pour des non-cliniciens, ce n'est pas évident d'emblée. Oui, d'accord. Alors, voilà un autre exemple emprunté à Klein. Et la proposition est la suivante. Durand a fait quelque chose. Commentaire numéro 1. C'est une bassesse, une idiotie, dira A. Diminution, une erreur. Ça, c'est Klein qui parle. Donc, on ne peut pas dire que c'est une bassesse. C'est une grandeur, un chef-d'œuvre, dira B. Augmentation, une erreur. Il a fait ce qu'il a fait, dira C. Commentaire de Klein, donc un psychiatre psychotique. Équation, la vérité.
Autrement dit, dans la logique d'identité poussée, il n'y a pas de jugement possible. Il n'y a pas d'espace dialectique possible. On est dans un monde tautologique où chaque décision, chaque communication, chaque opinion renvoie qu'à elle-même dans une atomisation absolue. Et je pense que c'est cette atomisation absolue que Gabel percevait comme la signature d'une modernité. Un autre exemple, parce que je l'aime bien. Vous pouvez participer. Alors, je vais vous donner une série de propositions. Vous me dites si ça vous convient ou pas. On va commencer avec vous. 4 égale 4. Qui est d'accord avec cette proposition? Ceux qui ont des ordinateurs. OK, la majorité. D'accord. David, d'accord. Michel? OK. Jaune égale jaune, l'autre moitié de la salle. Qui est d'accord? Oui? Oui, bien sûr. D'accord, merci pour les puissances invitantes. Alors, toute chose est égale avec soi-même. Ça, c'est uniquement Michel qui décide. Toute chose est égale avec soi-même. Le niez-vous? La chose est égale à elle-même. Qui est d'accord? OK. Bon, vous êtes radical aujourd'hui. Donc, absurde égale absurde. Le niez-vous? Qui est OK avec ça? Ceux qui ont des Macintosh là-bas. Tout le monde est d'accord? OK, ça roule. Et voilà, on est vraiment très gabélien aujourd'hui. Donc, il est absurde de dire que quelque chose est absurde. Le niez-vous? Voilà. Voilà, vous avez l'essence. C'est très bien votre réaction. J'espère que vous avez mal à la tête. Autrement dit, la logique psychotique consiste à changer de niveau logique, changer de niveau d'abstraction, sans déclarer la modification. Ce qui nous amène à des raisonnements radicalement faux à partir d'évidences a priori partageables, y compris chez les enfants. Alors, j'avais préparé une petite liste. Michel, pour le temps, vous avez tout non, mais j'avais peur à partir de ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Alors, voici la suite donc de l'abécédaire de Gabel. Quelque chose sur lequel il insiste énormément dans ses travaux, notamment sur la fausse conscience du macartisme, qui l'a beaucoup préoccupé, avec en particulier son article sur le cas de Owen Lattimore. Alors, pour ceux qui ont oublié, Owen Lattimore était un officier américain, polyglotte, un lieutenant très courageux, qui était chargé, entre autres, de communication avec l'armée russe pour savoir, il vous faut des obus, il faut, etc., est-ce que vous pouvez avancer? Et dans l'après-guerre, c'est la deuxième commission des enquêtes sur les activités anti-américaines, et vous vous rappelez qu'une fois qu'ils avaient démoli une fois que les enquêtes de McCarthy avaient démoli le réalisme social de certains studios américains, qu'on retrouve dans le Factor Sun toujours deux fois, etc., McCarthy s'est tourné vers les militaires, avec cette idée qu'il y avait quelque part des activités anti-américaines et qu'il fallait absolument défendre l'identité française, l'identité américaine, lapsus terrible. Et ils ont donc convoqué Lattimore et ils ont dit à Lattimore, est-ce que vous avez eu des contacts avec
des soviets. Et là, tout le monde disait, bah oui, bien sûr, c'était mon travail. Et voilà ce que Gabel appelle time mastery, qu'on peut traduire par la maîtrise du temps, ou si vous préférez la manipulation de l'histoire, ou encore la négation de l'histoire. La méthode, entre guillemets, de McCarthy, c'était de dire, vous avez eu des contacts avec des rouges dans le passé, donc vous êtes vraisemblablement un sympathisant des rouges, donc vous n'avez pas votre place dans une armée patriotique. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté, les Américains ont cédé en grande partie quand il s'agissait simplement de scénaristes, d'acteurs, etc. Encore que tout le monde n'a pas accepté de témoigner. Arthur Miller a refusé, entre autres. Quand la logique, la fausse conscience des enquêtes sur les activités anti-américaines a commencé à attaquer les militaires ont commencé à publier des histoires sur l'alcoolisme de McCarthy, son utilisation des amphétamines, son utilisation de prostituées, d'amphétamines et d'alcool, et McCarthy était terminé. Autrement dit, il y a chez Gabel, et je crois que pour ceux qui s'intéressent au phénomène postmoderne, harcèlement moral, suicide en entreprise, etc., peuvent être intéressés par cette idée que chez Joseph, il y a des possibilités de fausse conscience globale, nationale, le modèle stalinien, le modèle chinois, le modèle pétainiste et autres. Il y a aussi chez Joseph la possibilité d'une réflexion sur des situations micro-totalitaires. Et c'est intéressant, finalement, cette pseudo-discussion qu'on trouve à France Culture sur le harcèlement moral ou le harcèlement au travail. On fait comme si, je crois que ça aurait beaucoup choqué Joseph, on fait comme si la modernité avait inventé un nouveau type humain, le harceleur, comme le manipulateur ou l'addict d'Internet, il serait arrivé comme ça de nulle part. La logique de Joseph dirait non, pas du tout. Ce qu'on appelle le harcèlement, c'est simplement un concentré de certains aspects idéologiques qui interfèrent nécessairement dans le réel. Autrement dit, ce qu'on appelle le harcèlement, le pouce au suicide, le management par le stress, ce n'est jamais que l'application concrète d'une certaine forme de fausse conscience. Il n'y a pas comme ça des harceleurs qui viennent de nulle part. Alors, comprendre Gabel, abécédaire, raisonné, numéro 1, l'extrapolation arbitraire. Pas de difficulté ici. Vous connaissez ce phénomène, même si vous ne connaissez pas le vocable. Quelqu'un avec des lunettes vole votre portefeuille place du Châtelet. Premier constat, quelqu'un avec des lunettes a volé mon portefeuille. Extrapolation arbitraire, tous ceux qui portent des lunettes sont des voleurs de portefeuille. Voilà quelque chose que vous trouvez dans n'importe quelle population aujourd'hui comme logique. Chez les psychotiques, ça marche exactement de la même façon. Mon psychiatre est barbu, donc tous les barbus sont psychiatres. C'est ce qu'on appelle l'identification par prédicat. Autrement dit, c'est la qualité secondaire, la barbe qui l'emporte sur une perception de la totalité. Argument donc typiquement gabélien, l'extrapolation arbitraire fonctionne dans l'idéologie, conférait les discours de Valls sur les Roms récemment, exactement comme ça fonctionne dans la psychose, conférer
par exemple les formes d'extrapolation arbitraire qu'on a vues aujourd'hui. Petit 2. La place du néologisme dans la fausse conscience et, je vais rajouter, dans la psychose pour vous aider. Si vous regardez le discours du management aujourd'hui, et je pense à l'excellent livre de Alain Baer, La novlangue néolibérale, chez Chapitre 2, que je recommande pour son hommage à Orwell, le nouveau management, qu'on peut appeler le management par le stress ou ce que vous voulez, le néolibéralisme ou l'aberration humaine, dans ces discours, vous allez trouver toutes sortes de néologismes, souvent des mots anglo-américains détournés. Hein, ça va donner Marcel a été greenlighté par la direction. Jeannette a été downsizée. Ça veut dire mise au chômage. La fonction publique ne doit pas faire de mauvaise graisse, comme si les fonctionnaires étaient une masse de graisse. Ça, c'est Alain Juppé. Alors, Gabel dirait, dans les logiques idéologiques, les néologismes servent à tenter de masquer le réel. Dans LTI de Klemperer, il y a une réflexion qui fait froid dans le dos sur les trains spéciaux. Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'en fait, le service qui organisait les vacances pour les ouvriers allemands était aussi le service qui envoyait les gens vers les camps. Et ça s'appelait simplement, il y avait les trains pour les vacanciers et les trains spéciaux. Chez les psychotiques, les néologismes ont une fonction de stabiliser, de tenter de stabiliser un certain rapport au réel. Très souvent, dans la psychose, ça fonctionne par une sorte d'inflation sémantique. J'ai l'impression que dans le champ idéologique, le néologisme cherche à masquer les intentions véritables de l'idéologie en question. Et on pourrait discuter jusqu'à minuit sans problème sur les utilisations qu'on a eues depuis 30 ans du verbe moderniser. Hein, ça fait 50 ans qu'on parle de moderniser. Très souvent, c'est toxique, c'est pas bon, c'est une façon de masquer l'organisation d'une nouvelle forme de misère. Joe renvoie à Engels, Marx, à plusieurs endroits. D'ailleurs, il pensait que ce qui resterait du marxisme serait entre autres la théorie du fétichisme et la théorie de la marchandise ou encore le spectacle comme fétiche. L'idée gabelienne serait peut-être de dire que après l'échec de différentes formes de logique stalinienne et l'échec de cette idée que l'industrie pouvait apporter le bonheur dans les autres pays, que le discours de la marchandise est probablement la dernière forme possible pour l'idéologie décomposée de notre époque. Et que la marchandise est le dernier point où ce qui reste du sujet est invité en quelque sorte à s'identifier. Alors, chez Joseph, il insistait beaucoup là-dessus. Dans des conversations, il ne pouvait pas s'empêcher de dire « Vous comprenez, dans ma théorie », et c'était parti pour 1 heure. Il fait une séparation entre chosification et réification. Alors, j'ai cherché dans ma petite bibliothèque, dans l'édition de Engels de la condition de la classe ouvrière anglaise,
on trouve l'idée de la chosification de l'ouvrier qui porte des sacs. C'est-à-dire que l'ouvrier porteur de sacs est réduit à une sorte de masse musculaire. Chez Joseph, la réification est quelque chose de plus complète, comparable, je dirais, à la façon dont le signifiant et le signifié est collé dans le discours du psychotique ou le discours de l'idéologue. Dans la chosification, il y a peut-être une possibilité de récupération. Dans la réification, non. C'est solidifié, c'est rigide, ça ne se casse pas. De mon point de vue, le parallèle entre psychose et idéologie que Joseph construit tient parfaitement la route. Dans les psychoses chroniques, on trouve une destruction de la conscience du temps. Et très souvent, dans les mouvements idéologiques, on cherche à masquer, nier, rejeter l'histoire. Parfois, je discute avec des étudiants qui ne savent même pas que la police de Papon a poussé plus de 350 personnes dans la Seine en 1961. Gabel, on l'a vu, était un grand admirateur d'Orwell. Pourquoi ? Parce que Orwell, lui aussi, dans 84 ou La ferme des animaux, théorise une destruction de la conscience historique comme ouverture vers le phénomène totalitaire. Hein, vous vous rappelez au début de la ferme des animaux, Boule de Neige participe à la résistance contre le capital. Et en fin de parcours, à partir du chapitre 7, il est présenté comme un traître. Et bien sûr, tous les animaux sont égaux, devient tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Ouais. Dernier point. Il y a certainement, en ce qui concerne la communication, une recherche à faire sur cette idée très gabellienne que la communication, elle est toujours communication d'une vision idéologique donnée. Il n'y a pas de discours hors idéologie. Je pense souvent à Gabel quand j'entends à la radio des députés ou des gens comme ça dire moi je ne suis pas dans l'idéologie, je veux que ça marche. Et je crois que c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire la négation par cette personne de sa propre conscience et du discours utilitariste qui est présenté. Gabel avec Burroughs, ce serait quoi ? Si on regarde le début de la révolution électronique, Burroughs parle de l'enregistrement du discours le plus extrémiste d'un groupe avec un magnétophone, tous les barbus devraient être pendus. Je prends cet enregistrement et je le présente avec un ampli à un ensemble de barbus qui vont répondre, et ainsi de suite. La communication, je dirais pour Gabel, serait simplement une facette de l'activité de la fausse conscience, une forme de développement de la fausse conscience. Je ne veux pas dépasser le temps qui m'a été imparti. S'il reste du temps au moment de la discussion, je dirais 2 mots sur ce que Gabel aurait pu dire sur la quenelle et sur la véritable histoire de Dr Folamour, telle que Peter Bryant l'a rédigée. Merci beaucoup pour votre accueil. Ah, vous n'avez pas trouvé ? On a oublié surtout. Ils ont oublié. Bon, la nature, les t-shirts et des valises de billets. Alors. Ouais. Il faut dire va des rétro-commissions. David.
Merci David. Juste avant que tu prennes la parole, une autre petite. Michel arrête pas de nous raconter la même histoire drôle depuis quelques jours. Je pense que On me l'a demandé il y a plusieurs reprises. celle du goulag illustrerait bien Ah oui. une partie de ce que David a dit. Là, on la garde pour la fin. On la verra pour la- Avant d'enchaîner sur les dimensions communicationnelles qui me semblent, ou de recherche sur l'information et la communication qui me semblent pouvoir être tirées des approches de Gabel, 3 petits préliminaires. Mon rapport à la pensée critique tout d'abord, parce que j'ai publié des travaux en communication des organisations, je travaille sur la théorisation et la pratique de la communication dans le christianisme catholique. Donc mes travaux ne sont pas inscrits dans un paradigme critique et ne relèvent pas en général d'une approche critique. Donc je tiens à le dire parce que ce que je vais présenter après ne le montrera pas forcément. Je crois, et peut-être que cette intervention peut m'aider d'ailleurs à sortir de ça, que je considère l'approche critique pour moi comme quelque chose qui relève de ma pensée personnelle, de ma compréhension personnelle des choses, et que je n'ai pas dans mes travaux estimé nécessaire de faire passer ça avant tout. C'est-à-dire que j'ai regardé l'entreprise quand j'ai travaillé sur France Télécom en s'intéressant à la censure, pourquoi le discours sur le stress est censuré, quelles sont les implications, pourquoi on forme des hommes qui correspondent à une certaine apparence et sont proches, ils sont le plus éloignés possible du milieu ouvrier, chez les préventeurs chez France Télécom, mais je n'ai pas eu la perspective critique comme objectif premier. Je crois que j'ai fait une sorte de scission, alors schizophrénique peut-être, entre ma pensée et ma conception. Moi j'arrive à le prononcer. Oui, Ma conception, c'est pour ça, c'est un indice. La conception des choses et ce que j'ai déployé en recherche. Je le dis comme préalable pour ne pas être malhonnête ou laisser entendre que je ferai autre chose que ce que je fais. Je voudrais signaler le deuxième point préalable, mon évolution sur la question de la réification. J'ai publié un premier article sur la question de la réification avec François Corrène, donc de l'Université de Montréal, pour une approche incarnée de la communication organisationnelle, une critique de l'usage de la notion de réification. Et j'avais commencé ce travail avec lui, qui est paru dans l'ouvrage Communication et organisation, perspective critique, au Septentrion à Lille en 2013, dirigé par Thomas Heller, Romain Webb et Bénédicte Vidaillet. Et j'avais commencé en travaillant sur Gabel, dans le cadre de notre travail commun, et sur l'histoire marxiste de la notion de réification. Et ce travail s'est trouvé un petit peu écarté. On a poursuivi une autre approche, qui n'est pas inintéressante, mais donc je voudrais ici prolonger ça. Alors le dernier point, puis après je vais me taire sur ces aspects, je vais me taire sur moi-même. Je voudrais signaler également que j'ai travaillé sur un autre Gabel, qui est Émile Gabel, 1908-1968, qui est un religieux catholique assomptionniste. Je tiens à préciser que ce n'est pas le frère caché, évidemment, de Joseph Gabel, parce que c'était lui un acteur et théoricien de la communication et des médias chrétiens. Donc je pense qu'il est logique que je travaille ensuite sur un troisième Gabel. Alors j'ai commencé à faire une recherche ces jours-ci préalable. J'hésite pour le moment entre Gernot Gabel, qui est un professeur allemand de bibliothéconomie, qui a publié beaucoup, et Paul Gabel, qui est l'auteur de On God Created Lenin, Marxism versus Religion in Russia, et Dieu créa Lénine, Marxisme et religion en Russie, 1917-1929, en 2005. Donc ce que je vous propose, c'est de voter à la fin de la séance, ou de m'envoyer vos choix par SMS. Si je dois, pensez-vous, travailler plutôt sur Gernot Gabel, vous tapez 1. Si c'est plutôt sur Paul Gabel, vous tapez 2. Alors, pour le moment, je vous propose de partir de quelques notions centrales dans l'œuvre de Gabel et de nous en servir comme support d'interprétation pour comprendre comment mobiliser cette œuvre dans la recherche en sciences de l'information et de la communication. Je vous propose de prendre appui successivement sur des notions dont nous a parlé David, des notions de réification, de fausse conscience, d'aliénation, d'idéologie et, plus brièvement, de dialectique. Donc il s'agit à la fois de partir du texte de Gabel pour proposer un peu autre chose. La notion de réification, d'abord. Alors la réification, qui s'enracine dans le fétichisme de la marchandise marxien, comme l'a rappelé David, désigne ce mouvement de figement par lequel quelque chose de vivant, une idée, une valeur, se trouve sédimenté en quelque chose de déterminé et perd ainsi son sens, détourné de l'humain et du vivant. Une organisation abstraite des choses prend alors la place qui oublie de quoi les choses sont faites.
La réification est à l'œuvre dans la communication des organisations, dans le discours managérial, par exemple avec la notion de performance, qui va gagner l'université, ou désormais d'excellence, coupée de ce qui en forme le mouvement et la possibilité, quelquefois. La question de la réification demeure complexe car on peut se demander si ce n'est pas une propriété, ou du moins un effet, d'une fonction du langage, que de laisser substituer des termes après leur profération. Ils prennent ainsi sens au-delà de leur profération même, comme s'ils subsistaient en eux-mêmes. Les paroles gelées ont un sens, non, c'est différent. Chez Rabelais, les mots qui deviennent des réalités ou des choses. C'est peut-être également une propriété, au-delà du langage, du raisonnement humain, que de forger des idées qui semblent subsister indépendamment de ce qu'elles viennent qualifier ou de ce qu'elles servent à opérer. Des mots et des idées prennent alors une consistance, ont une rémanence qui dépasse le champ de leur action. Peut-être est-ce un élément du processus de pensée que de vouloir transformer le vivant en concept et en mots, en choses, processus dont il conviendrait constamment de se départir. François Corrène, dans l'article cité en 2012, estime que le devenir chose est constant, des notions et des idées qui circulent en organisation, pour ce qu'on avait étudié. La réification ne serait pas alors une faute, mais un moment de l'humain. Gabel, d'ailleurs, lui-même décrit un processus d'humanisation qui consiste à abandonner progressivement la réification, dont il dit qu'elle est naturelle, présente au départ, et à se défaire de la fausse conscience, l'une et l'autre apparaissant première. Ce qui apparaît derrière la notion de réification, Gabel nommant peut-être toujours le négatif, la schizophrénie, le nazisme, la bureaucratie, le racisme, c'est une notion bergsonienne et minkowskienne du vivant, Eugène Minkowski donc, du vivant, du flux de la vie. Par rapport à quoi schizophrénie, rationalisme morbide, qui est la grande notion de Minkowski sur laquelle David reviendra peut-être tout à l'heure, et fausse conscience marquent un écart, une mise à distance, pour ne pas dire un refus. On trouve un moment semblable chez Guy Debord, dont parlait Hervé Zenouda à la dernière séance, quand dans Ingerum Nocte et Consumim Origini, il décrit la circulation des amis et le vin la nuit à Paris, entre amis donc, cercle du vivant vécu que le spectacle reproduit et éloigne, produisant une dissociation. Il y a quelque chose d'important pour nous, quoique apparemment extérieur à la question, mais précisément pour cela en communication, avec cette question du vivant. Ce à quoi se rapporte la communication dialogale et collective, ce qu'elle nourrit et alimente, mais qui la tient précisément aussi à distance. La communication tient alors à distance la vie et s'en méfie, la mime et l'oppresse, telle serait la communication en entreprise par exemple. En ce sens, la vie peut être pensée en communication comme lieu d'inscription de celle-ci, mais aussi comme occultation, reconstitution, reconstruction, mise à distance, figement, effectuée par la communication. Faute de quoi, nous manquons sans doute quelque chose de ce que la communication opère. Évidemment, revenir à un vitalisme bergsonien ne va pas sans poser de problème, ni paraître inactuel. De quelle vie parle-t-on? Est-ce un postulat spiritualiste, etc. Néanmoins, parler du vivant vécu comme un constat, comme nous essayons parfois fort maladroitement de parler de réalité, permettrait de rappeler à quoi la communication s'arrime au vivant et à l'humain. Béatrice Galinon-Malénec, par exemple, semble un peu accrochée à ça aussi, avec ses approches sur les traces et l'homme. Faute de référence au vivant vécu partagé, socialement, on court le risque en effet de se laisser gagner par l'illusion de réalité de la communication qui fait être ce qu'elle dit. On voit bien comment Jésus, la Vierge Marie, même sans couronne ou sans cigare, la performance et même la responsabilité sociale des entreprises peuvent exister parce qu'on les dit dans un collectif avec un regard croisé, bien sûr, sur l'adhésion et la croyance ou non des autres. Comme la communication elle-même, comme pratique professionnelle discursive de conviction et de soumission, sinon d'élimination de la parole de l'autre, en lien avec l'établissement d'un pouvoir, la recherche en communication manque la réalité si elle ne se donne pas un mot, me semble-t-il, pour la définir, à quoi le constructivisme social ne suffit pas, car il relativise. Parler de vie, de vivant, de présence, rétablit de la sorte cette dimension vécue par l'humain,
parfois appelée improprement la vie, le vivant, qui fait que nous parlons ici à Paris 8 et que nous irons peut-être prendre un verre ou déjeuner tout à l'heure. Cette réalité, entre guillemets, d'humanité échappe volontiers si vite, comme si la rationalité heuristique des chercheurs universitaires se satisfaisait volontiers de cela, cette mise en disparition du vivant, cette échappée, restant seule avec les concepts et les mots qui deviennent alors réels. Nous les saisissons, comme Joël Lemarec le rappelle dans son article sur le tact, dans Communication et langage en 2013, ou dans notre travail commun sur les sources vivantes de l'enquête, apparaître en 2014, dans l'enquête de terrain. C'est alors une prise de vie et de risque qu'effectue le chercheur sur un terrain, avant de rejoindre sa cellule discursive et théorique, de mettre en marche le convertisseur à mots et articles AERS. Rencontre et perte du vivant, mais comment le connaître en travaillant et l'inscrire dans le texte, dire que nous savons le vivant et combien la communication, l'un de ses nerfs même, peut être retournée contre lui au service de l'oppression, de la domination et de la rationalisation. En psychopathologie, cette saisie du vivant, entravant, s'effectue par la clinique. Faut-il, à la façon de Vincent de Goljac, proposer une approche clinique en communication, parler de communication clinique, qui saurait se pencher au chevet de la réalité du vivant et donner un référent à la communication? On aura compris qu'il s'agissait là de déréalisation et de façon de capter le réel. Deuxième notion de Gabel dont je voudrais partir, c'est la notion évidemment de fausse conscience. La fausse conscience est, on l'a vu tout à l'heure, la notion centrale de Gabel, assez complexe me semble-t-il à saisir. Comme toujours, Gabel commence par le négatif. La fausse conscience est dédialectisation du monde, scission du vivant d'avec lui-même, figement indu. Surtout, elle est vision partielle et figée du monde, oubli de son mouvement, c'est le sens de dédialectisation, et des effets pervers et dérivés. Vision anhistorique et adialectique, la dialectique étant le mouvement de la pensée et de la vie, pour Gabel. La fausse conscience est donc quelque part abstraite et lieu de résidence stérile. Elle implique également un certain degré d'imperméabilité. Étude dialectique, Gabel, page 27. En effet, je cite Gabel dans Étude dialectique, la fausse conscience consiste en une méconnaissance, ou plus exactement une scotomisation systématique de la dimension historique ou sociologique des données, en somme par une approche systématiquement adialectique des problèmes. La fausse conscience consiste en une méconnaissance, ou plus exactement une scotomisation, systématique de la dimension historique ou sociologique des données, en somme par une approche systématiquement adialectique des problèmes. Étude dialectique, page 34. Quel rapport pouvons-nous établir avec la communication? Joseph Gabel le suggère quand il évoque Tchakotine, le viol des foules par la propagande, et la propagande politique. La communication comme conception, organisation et diffusion de messages destinés à conforter un pouvoir, diriger un collectif, produit de la fausse conscience, David le rappelait tout à l'heure, en accompagnant l'idéologie, paradis de la fausse conscience. L'idéologie à la fois fonde et est le terme de la communication, entendue comme construction de formes discursives alternatives au réel et au vivant, visant à se substituer à lui. C'est donc une dynamique de maintien et de constitution d'une fausse conscience que nous pouvons discerner dans la mise en place d'une communication, notamment en entreprise, de chemins d'éloignement conscient du vivant vécu. La communication religieuse chrétienne catholique a eu cet art, faire vivre autre chose par les mots et les images, éloigné du vivant vécu, le façonner autrement, faire vivre le monde autrement, en lien avec les logiques de pouvoir, tant internes qu'externes à l'Église catholique. La prestidigitation communicationnelle fonctionne de façon oppressive. L'idéologie, produite par la communication, génère de la fausse conscience. En ce sens, elle éloigne du vivant vécu. Mais si Gabel parle de fausse conscience, c'est qu'il existe une conscience, pleinement vécue, de la vie. Quelle serait cette conscience dont la fausse conscience détourne? Une saisie des mouvements dialectiques et historiques de la vie, une inscription dans la mobilité, une sensibilité à la présence du vivant dans l'histoire. Le matérialisme historique fonde ces approches, ainsi que l'idée d'une conscience de classe, avec Lukács, comme outil d'émancipation.
Cette conscience est conscience de l'histoire et de la réalité dans ses mouvements, mais elle s'appuie aussi sur la connaissance sociologique. En ce sens, la sociologie est un outil de réalisation de la conscience, et la fausse conscience, sa dénégation. Il en va de même de l'histoire. La notion d'aliénation, ensuite. La notion marxiste d'aliénation fait l'objet à la fois d'une critique par Gabel, dans Sociologie de l'aliénation, page 53 et suivante, qui y voit quelque chose de trop large, trop systématique, et excessivement marqué par un modèle juridique inadapté, pour lui préférer celle de fausse conscience qui s'enracine davantage dans une mobilisation de la psychiatrie. Gabel parle, enraciné dans la psychiatrie, on parle des aliénés, d'une conception, je cite, conception globaliste de l'aliénation. Je cite de nouveau, non-différenciation primordiale. Et je poursuis la citation en la tronçonnant un peu. Pas d'aliénation sans mystification acceptée. Alors Gabel insiste dans ce texte sur le consentement donné à ce qui aliène, en disant que si des ouvriers n'adhéraient pas au discours patronal ou s'ils se tiennent à distance de ça, ils ne sont pas nécessairement aliénés. Pas une domination qui, selon lui, crée l'aliénation, c'est une forme de consentement à cette aliénation. Donc pas d'aliénation sans mystification acceptée, ou si l'on veut introjectée, poursuit Gabel, autrement dit sans fausse conscience. C'est dans l'article pour une théorie raisonnable de l'aliénation, précisément, Sociologie de l'aliénation, page 54. La fausse conscience est précisément une aliénation de l'esprit dans sa pratique et son rapport réifié au vivant dialectisé. C'est ici que les choses se brouillent ou ressemblent à cet examen ophtalmologique dans lequel 2 ou 3 cercles que l'on observe penchés en avant, plaqués contre un appareillage métallique froid, tout d'un coup se recoupent puis se recouvrent. On ne voit plus 3 cercles mais un seul, sans bien savoir si l'ophtalmologue jugera notre vue très déficiente ou non. En réalité, réification, aliénation et fausse conscience désignent bien la même chose pour Gabel. La dédialectisation du monde, l'oubli du flux, du vivant, la déshistoricisation, une forme de croyance réifiée qui écarte le locuteur penseur de la vie. L'idéologie. L'idéologie, pour Gabel, est aussi marquée par cette fausse conscience. Le sentiment d'y être et n'y être pas. Ce qui fait penser au « le fou, c'est celui qui s'y croit » de Jacques Lacan. L'idéologie est, je cite, une forme de pensée politique intéressée, interessengebunden, et de ce fait déformée, distorted. L'idéologie est la cristallisation théorique d'une forme de fausse conscience. Donc, l'idéologie serait une forme de pensée politique intéressée et de ce fait déformée. L'idéologie est la cristallisation théorique d'une forme de fausse conscience. C'est dans l'article Effet pervers et fausse conscience, dans Études dialectiques. Donc, c'est un texte de 86, édité en 90, page 25. Donc Gabel explique cela en s'inspirant de Mannheim, idéologie et utopie. En fait, peut-être le modèle est-il celui, plutôt pour penser l'articulation de la fausse conscience et de l'idéologie, de l'emboîtement ou des poupées russes. L'idéologie inclut la fausse conscience qui inclut la réification. On voit comment cette pensée de Gabel est une critique de la pensée, de l'illusion de connaissance et du langage dans leurs effets déréalisants et artificialisants. Le risque que le langage et la pensée font courir à la vie sont ici évoqués. On a donc un dépositionnement, si on peut dire, par rapport à la pensée, rare nous semble-t-il chez les intellectuels, mais familier sans doute des psychiatres. L'objet n'est pas la pensée, mais la vie, l'adéquation de la pensée et de la vie, penser la dialectique. Dans la poursuite de Minkowski pour Gabel, évidemment. 3 mots sur la dialectique. La dialectique désigne enfin chez Gabel, donc, à la fois un mouvement de la pensée et du vivant. Elle est précisément ce qui fait défaut dans une formation conceptuelle, idéologique ou politique, marquée par la fausse conscience. Une esquisse de conclusion, maintenant. Alors j'ai appris un nouveau mot en lisant Joseph Gabel, je dois l'appeler,
l'avouer, pardon, un mot que, et le nommer, je vais le faire, un mot que Gabel emploie très souvent. Alors non, ce n'est pas réification ni fausse conscience, ce mot c'est scotomiser. Scotomiser, au voisinage douteux, à ne pas prononcer devant des étudiants de licence, c'est écarter une réalité de la conscience parce qu'elle est gênante. Écarter une réalité de la conscience parce qu'elle est gênante. Or, c'est précisément ce qu'effectue la fausse conscience et l'idéologie. La scotomisation est un rétrécissement du champ de conscience, un ne pas voir identifié dans son processus. Elle revient à écarter une réalité centrale, ce qui empêche le système de demeurer vivant, de demeurer en lien avec la vie, si d'ailleurs on doit parler de système, bien sûr. Cette dénégation de la réalité s'apparente, en moins fondamentale peut-être, à la notion de forclusion chez Lacan. Peut-être pas appliqué à la même chose. Car à un certain degré, l'aliénation et la réification sont nécessaires à l'esprit humain pour se constituer. D'autres pathologies se forment de leur absence, même, comme Gabel l'explique dans La fausse conscience. Leur excès, leur absolutisation, forment une trappe pour l'esprit et pour des collectifs, pour une société, quand elle s'engage dans la destruction des Juifs d'Europe, par exemple. La mère de Gabel est morte à Auschwitz. David le rappelait tout à l'heure, La fausse conscience lui est dédiée. Cet ouvrage, écrit contre tous les fantasmes, reconduit à la réalité en présentant au fond un danger de l'esprit, enfermé en la croyance de ses créations, déconnecté de la réalité. Cette approche peut être une leçon pour les sciences de l'information et de la communication, ne pas trop croire dans les formations de l'esprit, les interroger pour ne pas les absolutiser, opérer une analyse des idées qui se tiennent pour telles. Cette pensée est donc matérialiste en un double sens, au sens où elle combat cette forme d'idéalisme réifié qui peut conduire à la fausse conscience, dès lors que se trouve activée une praxis, au sens où elle place la dialectique en son centre, comme principe, comme sens, comme principe du réel. Il me semble surtout que cette approche conduit, en sciences de l'information et de la communication, à penser la connexion de l'idée et du pouvoir et de la possible falsification de la réalité que la communication peut effectuer avec une efficience et un danger pratique. Le discours réifié, c'est ce que nous dit Gabel, a une nocivité avérée. Ceci pourrait amener les sciences de l'information et de la communication à se décaler pour non pas étudier les pratiques numériques en soi, les représentations ou l'appropriation médiatique, mais les effets dans le réel des idées et discours, ce que fait par exemple Fabien en travaillant sur technologie de l'information et de la communication et vulnérabilité, et donc demeurer une science sociale. Les sciences de l'information et de la communication seraient ainsi non pas une science de la circulation ou de la trivialité, mais de la tentative d'opérationnalité des idées, une science de l'incarnation des idées, des effets de leur diffusion, de leur figement et de leurs effets, donc, pour être une science du vivant et non des signes seuls. Je vous remercie, je redonne la parole à David pour une conclusion. Merci beaucoup, David, pour cette belle précision. J'ai noté un certain nombre de points inspirés par David. Cette question de la destruction ou de la réification de la subjectivité, Gabel l'emprunte aux travaux de Minkowski, et puis je m'en excuse, j'ai peut-être pas assez développé cet aspect de la question. Gabel citait très souvent Baruch, un ancien psychiatre connu parce qu'il faisait des expériences de catatonie expérimentale avec des chats et des pigeons. Bon. Mais aussi, il y avait cette idée que le monde psychotique, le monde schizophrénique, était parfois un monde radicalement impersonnel. C'est ce qui justifie, aux yeux de Gabel, l'idée d'une fausse conscience. Au fond, il ne faut jamais oublier que pour lui, la psychose n'est jamais qu'une forme individuelle
de fausse conscience. Alors, impersonnel, ça veut dire que dans la logique psychotique, la subjectivation ne se fait pas forcément. La logique psychotique au sens clinique, c'est parfois quelque chose comme « moi, je ne suis pas moi-même, je suis mon père et ma mère. Mon père n'est pas mon père, il est mon grand-père, ma grand-mère. » Et on remonte très vite à Adam et Ève. Le paradoxe, si vous voulez, de la présence psychotique, c'est une conscience qui théorise l'absence de subjectivité. Un exemple classique chez Leray, c'est Leray, il dit à une patiente « Comment vous appelez-vous » Et la dame, c'est Catherine X, elle répond « Je n'ai pas de nom, j'ai donné mon nom quand je suis arrivé à l'hôpital. » La logique psychotique, comme la logique idéologique, c'est vraiment prendre les choses au pied de la lettre. Cliniquement, je ne sais pas comment on peut dire ça en communication, mais il n'y a pas de séparation dans la logique psychotique et dans certaines formes de logique idéologique du mot et de la chose. C'est peut-être ce que David disait quand il a dit à un moment, à partir du moment où on le dit, ça existe. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire il y a pas de il y a une jonction avec une absence Oui. d'espace Oui. ou métaphorique ou je ne sais rien. Enfin, mais vraiment dans la psychose, c'est ça, quoi. Je le dis, ça existe. Alors voilà, la question c'est qu'est-ce que c'est qu'exister dans ce cas-là? Je n'ai pas de sortie. Eh bien, c'est tout le problème de l'idéologie institutionnelle ou l'idéologie de certaines formes de communication. Enfin, j'interprète, mais je pense pas être trop à côté. Donc, rationalisme morbide, c'est l'idée d'une conscience antithétique. C'est un article de 23 publié avec Roch de Fursac qui est repris dans le chapitre 2 de Au-delà du rationalisme morbide. De Minkowski. Oui, pardon. Rationalisme morbide, ça veut dire une perception des choses en noir et blanc, une perception manichéenne des choses. Par exemple, on pourrait dire tout ce qui est bon pour notre entreprise, c'est là, et tout ce qui est mauvais, c'est là-bas, et il n'y a pas d'espace entre deux. Si vous voulez, sans être méchant, on peut dire que l'informatique, c'est de la psychose appliquée. Pourquoi? Très bonne question. Parce que ça fonctionne avec du 0 et du 1, et rien d'autre. Il n'y a pas de subjectivité. Il est vrai que beaucoup de psychotiques se débrouillent très bien avec l'informatique en tant qu'autre. Alors, j'ai été très touché par la référence à Bergson, et un petit souvenir m'est revenu. Très souvent, dans les premiers textes de Gabel, vitalisme est une façon déguisée de parler de dialectique. Et là, j'entendais la voix de Joseph dire ça. C'est parce qu'à Budapest, il y avait un système de censure dans les revues intellectuelles, et il ne voulait pas expliquer à celui qui était chargé de la censure le sens de dialectique, donc il parlait de vitalisme. C'était une façon masquée de parler d'autre chose. Scotomisation. Bien saisir, David a entièrement raison d'insister là-dessus, Gabel s'intéresse à tous les travaux cliniques sur la logique psychotique tels qu'ils existent entre, grosso modo, 1880 et 1950. Scotomisation, ça renvoie aux travaux de René Alendi, aux éditions du Mont Blanc, c'est le recueil sur la schizonoïa, schizophrénie et paranoïa mélangées. C'est effectivement l'idée du point aveugle chez le psychotique, mais qui est chez Gabel aussi le point aveugle de l'idéologie.
d'où son amour pour Orwell. Pour Gabel, toute idéologie comporte un degré de fausse conscience. Ensuite, il y a des degrés qui sont plus ou moins toxiques. Là où ça devient toxique, c'est quand l'idéologie intervient dans le réel. Ça peut être des suicides en entreprise, ça peut être de l'essence dans votre boîte à lettres, ça peut être une reconduite à la frontière, et ainsi de suite. Mais encore une fois, pour Gabel, l'idéologie est le moteur caché de l'histoire humaine au jour le jour. Et il est intéressant, il me semble, de voir qu'il n'a pas fait du nazisme son modèle, entre guillemets, de préférence, mais il a fait ce pas de côté, peut-être que tout travail intellectuel exige, pour regarder le stalinisme et pour le rejeter très tôt. Alors, David a prononcé un autre mot qui m'a beaucoup touché, quelque chose central chez Gabel, l'idée de l'effet pervers. C'est un petit peu comme l'effet secondaire d'un médicament. Le Mediator, ça peut réduire votre poids, mais ça fait aussi 500 morts. Hein. Et chez Gabel, l'effet pervers, c'est l'effet inattendu d'une décision. On va quadrupler le prix d'inscription à l'université. L'effet pervers, ça pourrait être des émeutes, une absence de formation, l'annulation des formations en art-thérapie, etc. C'est la conséquence du point d'aveuglement ou de la scotomisation. Hein? La fausse conscience va produire des effets pervers. Hein, ça fait penser au discours de Margaret Thatcher qui disait que l'autoroute, c'était la liberté. Sauf que si tout le monde exerce sa liberté le dimanche matin à 10h, il n'y a plus de liberté. C'est excellent. La quenelle. Oui, alors si on a le temps. Alors j'ai pris un exemple. Je me suis posé la question tout simplement, si Gabel était encore là aujourd'hui, ce serait quoi son article? Et évidemment, j'ai pris un exemple gabélien qui est le reflet de l'inversion du réel que certains mouvements idéologiques autorisent. Je pense à des situations où si vous dites en entreprise que telle chose est injuste, vous allez être accusé de perturber l'atmosphère de l'entreprise. L'université aussi. Hein. L'université aussi, oui. Disons-le, c'est la nouvelle entreprise. Et il faut fabriquer des jeunes entrepreneurs à partir de l'âge de 4 ans, en effet. Donc, l'exemple de la quenelle nous ramène à quelque chose d'essentiel chez Gabel, à savoir sa réflexion sur la guerre froide comme affrontement ou néo-affrontement idéologique. Il ne faut jamais oublier, dans une perspective gabélienne, la fin de la République des animaux. Je vous rappelle la dernière page pour ceux qui l'ont oublié. À un moment donné, les animaux, c'est-à-dire les révolutionnaires, ont réussi à fabriquer leur pays avec les principes de l'animalisme. Et à la fin, il y a un âne qui regarde les cochons, c'est-à-dire la bourgeoisie animalière. Et les cochons et les hommes, ils jouent aux cartes. Et il y a quelqu'un qui a triché, qui avait 2 as de pique. Et je crois que c'est l'âne qui regarde les animaux et les cochons. Et il ne fait plus la différence entre les hommes et les animaux. Autrement dit,
c'était déjà ce que disait Gabel. Il y avait un moment où le conflit idéologique Est-Ouest allait se dissoudre, c'est exactement ce qu'Orwell prévoit, et on se retrouve finalement avec la marchandise comme dernier marqueur de la valeur, la logique humaine. Alors, Lacanel, pendant la guerre froide, il y a eu toute une série de réflexions littéraires sur la logique de la guerre froide, une sorte de double paranoïa, au sens où, dans la paranoïa, chacun attribue les pires intentions à l'autre. Hein, la logique de la paranoïa, c'est une logique où il faut se défendre contre les ennemis, contre les voisins, contre les différences, et ainsi de suite. Et Peter Bryant, donc, publie un roman tout à fait extraordinaire qui va devenir le film de Kubrick, Docteur Folamour, qui est une référence clé pour Gabel, puisqu'il voit toute sa théorie de la fausse conscience qui produit le réel devenir réalité, à savoir un degré très poussé de fausse conscience va produire bien sûr des actes de violence et éventuellement une violence nucléaire ou autre. Alors, si vous regardez bien le film, il met en scène le fait historique que les États-Unis, comme la France, comme l'Angleterre, comme la Russie, ont récupéré des savants allemands, des savants qui avaient travaillé pour les nazis, et bien sûr le Vatican, par ce que les historiens anglais appellent la ligne des rats, a envoyé beaucoup de nazis avec des papiers du Vatican comme prêtres, futurs conseillers en dictature, en Amérique du Sud. Revenons donc à la guerre froide. Kubrick tourne ce film avec Peter Sellers, qui joue une multitude de rôles, un officier anglais très inquiet par la folie américaine. Pour ceux qui n'ont pas le film en tête, c'est un colonel, un général, Ripper, qui porte le nom en anglais de Jacques l'Éventreur, hein, celui qui déchire, celui qui tue, celui qui viole. Il a un discours paranoïaque classique, le sentiment qu'il y a quelqu'un qui essaye de mettre des mauvaises choses dans ses fluides intimes, donc c'est probablement les Russes, etc. Et il se débrouille pour couper les communications radio et envoyer des bombardiers nucléaire vers l'Union soviétique de l'époque. À un moment du film, le conseiller, l'allemand, le conseiller, le spécialiste de la guerre et de l'arme nucléaire, c'est un clin d'œil à Wernher von Braun, qui a fabriqué les V1 et les V2 qui partaient de la Normandie vers Londres. Hein, les fusils, ça ressemble aux fusées que vous trouvez chez Tintin. Wernher von Braun, donc, est parti travailler pour la NASA. Dans le film, à un moment donné, le personnage de Peter Sellers, qui représente Wernher von Braun, pense faire le salut hitlérien. Et il y a quelque chose qui lui revient. Il se dit, ben non, je travaille plus pour Hitler, je travaille pour les États-Unis. Donc il y a un bras qui cherche à se lever pour faire le salut hitlérien. Il est dans un fauteuil roulant. Vous pouvez retrouver la séquence facilement sur le DVD. Et il y a un bras qui le retient. Donc l'argument gabélien serait de dire, bon ben, dans un premier temps, nous avons quoi ? Nous avons un clin d'œil appuyé, je ne sais pas si clin d'œil est vraiment l'expression qui convient, on va dire plutôt Kubrick souligne avec sarcasme
et critique l'utilisation de savants allemands qui ont travaillé avec, pour les nazis, pour l'effort de guerre de l'Allemagne contre l'Angleterre, par l'armée américaine. Autrement dit, la critique implicite, c'est est-ce qu'il y a eu une guerre finalement contre la logique nazie de destruction, ou est-ce qu'il y a eu une guerre contre les intérêts allemands, mais on a le droit, comme en France avec Papon, de récupérer ce qui est utile à la superstructure idéologique. Voilà la véritable naissance de la quenelle. C'est un exemple typiquement gabellien, puisque finalement, les gens, quand vous discutez ou laissez traîner l'oreille dans l'autobus, ils n'ont aucune conscience de l'origine extrêmement critique de cette notion. Ils pensent, elle est là, la fausse conscience, elle est radicale et plus forte que le compte bancaire de Dieudonné. Elle signifie aujourd'hui, bien sûr, un antisémitisme qui est devenu à nouveau acceptable dans un grand nombre de milieux, masqué par l'idée qu'au fond, on est anti-système. Et chez Gabel, il y a toute une réflexion sur les théories du complot qui traînent dans différents milieux idéologiques. Il y a des très très belles pages sur le délire du complot judéo-franc-maçonnique, des réflexions sur un livre inventé par le KGB, les protocoles des sages de Sion, et ainsi de suite. La quenelle, je dirais, marque aujourd'hui le retour d'une nouvelle forme de fausse conscience que Gabel n'avait pas pu prévoir, parce que ce n'était pas de sa génération, est mort en 2004, c'est l'amplification et l'immédiateté de la fausse conscience moderne. Si on prend l'exemple rédigé par le KGB sur les protocoles des sages de Sion, il faut des années pour que ce soit traduit, retraduit en français. Vous le trouvez à Paris chez des libraires proches du FN, etc. Il a fallu grosso modo 30, 40, 50 ans pour que le poison fasse son chemin dans le monde. L'immédiateté de la modernité, c'est aussi l'immédiateté quasi pulsionnelle de la fausse conscience. Je crois que je vais m'arrêter là, si ça va. Sinon, j'ai trouvé des belles citations pour conclure. On verra après. D'accord. Peut-être une blague pour terminer, Michel. Ah oui, la fameuse blague. Dans la fameuse blague, je ne sais pas comment on pourrait éclairer. L'histoire se passe dans un goulag soviétique. Et donc, il y a trois. Vous la connaissez peut-être? Ah non. Pas du tout. Moi, j'ai fait quelques années au goulag, c'est pour ça. Donc, c'est ces trois prisonniers qui sont là à manger après une dure journée de travail, plutôt longue, à manger un petit bouillon, en fait. Et là, les trois s'interrogent, partagent un peu ce pourquoi ils sont maintenant au goulag depuis quelques années quand même. Alors donc, un premier dit, bon, toi, pourquoi tu es ici? Ah, il dit, moi, je arrivais toujours en retard au travail. Donc, il dit, oui, mais ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que c'est l'accusation? Ah, il dit, j'arrivais en retard, donc on m'a dit que je sabotais la production. Donc, le second, il dit, ah, mais moi, c'est surprenant, parce que moi, j'arrivais toujours en avance. Ah, donc, il dit, oui, mais à ce moment-là, du chef d'accusation, c'était quoi? Il dit, espionnage industriel. Le troisième, il regarde ses deux compères, il dit, je comprends plus rien. Il dit, moi, j'arrivais toujours à l'heure.
Il dit, nous aussi, on ne comprend pas. Ouais, il dit, oui, on m'a accusé de conformisme petit bourgeois. Mais c'est